C'est toujours un réel plaisir, mesdames et messieurs, d'être parmi vous dans cette nouvelle édition. Bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, les partis Team MMM et même le pouvoir actuel s'affrontent désormais ouvertement sur la gestion du pays. Les différences sont devenues particulièrement visibles sur les réseaux sociaux et dans les médias ces derniers jours. Les changements promis qui ne se matérialisent pas, la dégradation de la situation sociale et économique, le partage des sièges et les stratégies politiques commencent à faire réagir même les plus silencieux. Où va le pays alors que les citoyens déjà vulnérables subissent encore et toujours les conséquences d'une gouvernance défaillante? Un reportage de Jean-Claude Randjamalal. La majorité des Malagasy y est encore attachée à l'espoir, mais certains compatriotes se sont aujourd'hui complètement perdus, ne sachant plus vers quelle direction aller face à la crise actuelle. Même parmi ceux qui avaient soutenu l'accession au pouvoir de l'équipe actuelle, beaucoup reconnaissent désormais leur déception, mais gardent le silence par honte ou par résignation. À peine le mouvement blanc et chou-fleur terminé, les conflits de postes et les rivalités idéologiques ont commencé à éclater entre les partis qui avaient pourtant fait alliance. En résumé, un véritable clash s'est installé entre les partisans de Mark Ravalmanen, notamment le parti Team, et ceux d'Adzu Anjanenarvel, ceux du parti MMM. On avait déjà pressenti depuis les mobilisations passées que ces partis finiraient par s'affronter, non pas pour défendre l'intérêt général, mais pour des intérêts strictement personnels. Dans le même temps, les attaques du Team envers le président de la Rénovation de la République se multiplient après sa récente apparition télévisée. Moins de 2 mois après les événements, les calculs politiques pour les prochaines présidentielles sont déjà en marche. La conférence nationale promise reste floue, la Constitution et les lois électorales qui devaient encadrer ce processus ne sont pas toujours clarifiées, mais la guerre des postes, elle, bat son plein. Une évidence apparaît, ce n'est pas l'amour de la patrie qui a motivé ces dirigeants dans leur prise de pouvoir, mais la quête de privilèges et de prestige. Pendant ce temps, le pays sombre dans la confusion, les services de la Jirama se détériorent encore, les opérateurs en télécommunications s'opposent directement à l'État, et malgré ces urgences, le Team et le MMM continuent de se chamailler publiquement, suivis par les partisans du président de la Rénovation de la République. Résultat, les questions sociales, elles, sont reléguées au dernier plan. Le bilan actuel montre que le pouvoir poursuit en réalité la continuité des actions initiées par le président Andradzwil. Bien que les infrastructures et équipements nécessaires aient été installés durant son mandat, leur gestion technique laisse à désirer. Les résultats se font attendre, tandis que la communication politique, elle, est omniprésente. Si les choses continuent ainsi, le navire national ne tardera pas à couler, et le peuple ne manquera pas d'identifier ceux qui auront contribué à ce naufrage. Seul le temps dira le reste, et l'histoire jugera. Toujours en politique, les postes d'ambassadeurs de Madagascar en Suisse, au Maroc et en Chine sont désormais vacants à la suite du Conseil des ministres tenu hier. Le représentant permanent de Madagascar auprès de l'UNESCO à Fontenoy-Paris a également été relevé de ses fonctions. Un reportage de CNRA Irlande. Un ambassadeur représente officiellement son pays à l'étranger. Il assure la protection des citoyens malgaches, conduit les négociations politiques, favorise les relations économiques et culturelles et collecte les informations stratégiques dans le pays où il est en poste. Mais surtout, il est garant des intérêts de Madagascar auprès des gouvernements étrangers ou des organisations internationales. Actuellement, plusieurs postes clés au sein de la diplomatie malagasy sont laissés vacants. Maurice, Suisse, Maroc, Chine et la France. Et Madagascar n'a plus non plus de représentant permanent auprès de l'UNESCO à Paris. Il est important de rappeler que les ambassades, consulats et représentants diplomatiques jouent un rôle essentiel dans le renforcement des relations internationales entre Madagascar et ses pays partenaires. En économie, les habitants de la commune de Saint-Ambal, dans la région d'Atsnan, ont bénéficié des retombées financières issues de la vente de crédits carbone. Ce projet découle de la protection du corridor forestier d'Ankenyen-Zamen, réalisé conjointement par le ministère de l'Environnement et les communautés locales engagées dans la préservation des forêts. Nyarvulat Sferan pour plus de détails. C'est au mois de juin 2024 que Madagascar a perçu pour la première fois les retombées de la vente de crédits carbone. Ces fonds proviennent des efforts de conservation et de protection du corridor forestier d'Ankenyen-Zamen, un travail concret mené par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec Conservation Internationale, gestionnaire de l'aire protégée, les différents partenaires techniques et financiers, ainsi que les communautés locales vivant à proximité de la forêt. En reconnaissance de ces efforts considérables de préservation, les communautés locales sont les premières bénéficiaires d'une partie des revenus générés.
Parmi elles figurent les habitants de la commune de Saambal. Ainsi, 443 ménages des Fukutan, Manamanjuzan et Anten ont reçu 15 000 plants de girofle afin de soutenir leurs activités génératrices de revenus. Pour améliorer la productivité et accompagner les agriculteurs, la coopérative Miramanjus du Fukutan Mboudrafia, comptant 60 membres, a également bénéficié d'une machine de transformation des produits agricoles. Cet équipement les aidera considérablement dans la valorisation de leur production et contribuera à augmenter davantage leurs revenus. Et puis la campagne d'exportation de litchi à partir du port de Tuamasn s'est achevée aujourd'hui. Au total, 5 291 tonnes de litchi ont été expédiées ce jour vers l'Europe pour les fêtes de fin d'année. Les détails. Le navire CST Trust a quitté Tuamasn ce matin à 5 heures. Il s'agit du troisième et dernier bateau de la campagne, transportant 5 291 tonnes de litchi à destination de l'Europe. Les équipes de la SMMC ont travaillé ensemble pour la manipulation des palettes de litchi et aucune anomalie n'a été enregistrée. Pour rappel, 3 navires ont été pris en charge par la SMMC durant la campagne d'exportation 2025. Le premier navire, Atlantic Clipper, a transporté 5 400 tonnes de litchi vers l'Europe. Il a appareillé depuis le quai Molbé de Tuamasn le dimanche 23 novembre 2025. Le second navire, Baltic Summer, a embarqué 1700 palettes de litchi à destination de la Russie et a quitté Tuamasn dans la soirée du mardi 25 novembre. Et puis 25 femmes entrepreneurs et indépendantes issues de différentes régions du pays ont bénéficié d'une formation et d'un renforcement de capacités dispensées par une entreprise privée opérant dans le domaine des télécommunications dans le cadre du projet Impela Online. Une compétition a marqué la clôture de ce projet au terme de laquelle 5 participantes ont accédé en finale. C'est le projet Miuti MJ spécialisé dans la transformation de produits qui a remporté le premier prix remis ce jour à Anjar. Naterakutuma Funzar Anjiansu et Sich Anjanab. De nombreuses femmes malagasy y choisissent aujourd'hui de travailler à leur compte ou de se lancer dans l'entrepreneuriat, motivées par le besoin d'autonomie financière et temporelle, mais aussi pour diverses raisons sociales. Or, intégrer le secteur entrepreneurial exige des compétences clés, gestion des ressources humaines, gestion financière, maîtrise des procédures administratives, particulièrement pour celles qui souhaitent évoluer vers un niveau plus professionnel. C'est précisément dans cet esprit que le projet Impela Online, initié par une entreprise privée spécialisée dans les télécommunications, a été mis en place afin d'offrir un véritable appui aux femmes entrepreneurs pour les accompagner vers une professionnalisation durable dans leur domaine d'activité. Le projet Mute MG a décroché la première place lors du concours Impela Online qui marque la fin du projet. Ce projet se spécialise dans la transformation de matières premières telles que les fruits et légumes produits dans la région de Menabé afin d'en faire des produits finis prêts à la consommation. Selon la fondatrice du projet, cette initiative permet non seulement de créer des emplois pour les femmes locales, mais aussi de les aider à scolariser leurs enfants. Pour chaque promotion, 25 femmes entrepreneurs ou indépendantes issues de diverses régions du pays ont bénéficié de la formation et du renforcement de capacités proposés dans le cadre du projet Impela Online organisé par cette entreprise privée. Santé à présent, les spécialistes des troubles mentaux restent encore rares à Madagascar. C'est seulement en 2008 qu'un plan national spécifique pour la santé mentale a été élaboré pour soutenir les personnes atteintes des troubles mentaux et nécessitant un accompagnement social. Le projet IFAL a été mis en place en 2022 et s'est achevé en 2025. L'objectif de ce projet était de définir une stratégie globale pour la santé mentale et le soutien social. Radraman Zatouf sur les images de Asna Ravanzanar. Il n'existe toujours pas de statistiques précises sur les personnes atteintes de troubles mentaux à Madagascar. Cette absence de données a posé des difficultés dans l'élaboration d'une stratégie nationale pour la santé mentale et l'accompagnement social. C'est pour cette raison que le projet IFAL, lancé en 2022 et terminé en 2025, a été créé. Cette stratégie comprend 7 points clés essentiels pour le développement de la santé mentale et de l'accompagnement social. Le projet IFAL a été principalement mis en œuvre dans les régions Analamang et Buen durant toute sa saison de réalisation.
Au cours de ces 3 derniers mois, 117 accidents de la route ont causé des pertes en vie humaine et des dégâts matériels. 49 sont dus à l'alcool au volant et 6 sont liés à l'absence de permis de conduire. Un résumé avec Felena Rakutarsoul. Les hommes constituent la grande majorité des victimes d'accidents de la route. 151 victimes recensées contre 40 pour les femmes. Pour réduire autant que possible les risques d'accidents et rappeler l'importance de la prudence sur la route, une campagne de sensibilisation à la sécurité routière a été lancée ce jour à Noussi. Cette initiative réunit la brigade des accidents de la circulation, la brigade féminine de proximité et la police de la circulation. La sensibilisation a débuté auprès des conducteurs de moto afin de lutter contre le surcharge des passagers et de les encourager à porter systématiquement un casque, les accidents impliquant des motos étant très nombreux. Une sensibilisation a également été menée auprès des automobilistes pour leur rappeler de ne pas conduire après avoir consommé de l'alcool. Un rappel a aussi été adressé à l'ensemble des usagers de la route afin qu'ils respectent le code de la route. Cela concerne également les piétons, les cyclistes ainsi que les conducteurs de pousse-pousse et de charrettes. En sport, une équipe qui s'est distinguée et qui a enchaîné la victoire dans le groupe D, le FC Fusion Sport, durant cette compétition Viva Football destinée aux joueurs de plus de 40 ans. A l'inverse, l'équipe Someto, pourtant réputée performante lors des compétitions interentreprises, n'a pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale. Nous allons maintenant suivre les résultats enregistrés dans ce groupe D. Anzara Zanarvelu. Nous suivons ici la rencontre entre le FC Fusion Sport en blanc et l'équipe Someto en bleu. Bien que considérée comme une équipe solide et l'une des meilleures lors des tournois interentreprises, Someto n'a pas brillé durant cette compétition réservée aux vétérans de plus de 40 ans, le Viva Football vétéran. Dans ce match, le FC Fusion Sport a dominé le jeu. Les 2 buts ont été inscrits en seconde période, le premier à la 11e minute et le second seulement 2 minutes plus tard à la 13e minute. Score final 2-0, victoire nette de FC Fusion Sport face à Someto. Le classement final du groupe D est le suivant: FC Fusion Sport 9 points, AS Kichalasour à 6 points, Someto 3 points, FC BAM 0 points. Les 2 premiers qualifiés pour les quarts de finale sont donc FC Fusion Sport et AS Kichalasour. Après la phase des groupes, voici les affiches des quarts de finale. Ex-Scoop Digital contre FC Tambach, Alsport contre FC Fiadanamang, Tanana FC contre AS Kichalasour, FC Fusion Lyon Sport contre FC Lemek. Thanksgiving est célébré aujourd'hui, une fête née en Amérique du Nord, destinée à rassembler des membres de la famille. Nous vous présentons dans ce reportage l'origine de cette célébration, désormais fêtée dans plusieurs pays. En 1621, dans le Massachusetts, alors que les premiers colons anglais appelés Pilgrims luttaient pour survivre à un hiver particulièrement rude, ils furent aidés par les Amérindiens de la tribu Wampanoag qui leur apprirent à cultiver le maïs, à pêcher et à trouver de quoi se nourrir sur cette terre encore inconnue pour eux. Pour les remercier de cette aide essentielle, ils organisèrent une fête qui dura 3 jours. Ce moment marque la naissance du premier Thanksgiving. Sous la présidence d'Abraham Lincoln en 1863, Thanksgiving fut intégré aux fêtes nationales américaines célébrées chaque année le 4e jeudi du mois de novembre, c'est-à-dire aujourd'hui. 4 siècles plus tard, Thanksgiving demeure une fête familiale et des millions d'Américains vivant à l'étranger rentrent au pays pour partager un repas et passer du temps en famille. Le repas traditionnel de cette journée est composé de dinde farcie, accompagnée de purée de pommes de terre, de sauce aux cranberries et de la célèbre pumpkin pie, la tarte au potiron. La journée se termine souvent devant un match de foot américain. Si Thanksgiving est né aux États-Unis, de nombreux pays le célèbrent aujourd'hui, mais à des jours différents, comme le Canada, l'Allemagne, le Brésil ou encore le Libéria. En revanche, Madagascar ne fait pas encore partie des pays qui le fêtent, car la culture malgache valorise les liens familiaux au quotidien, sans que cela soit limité à un jour précis de l'année.
Après Thanksgiving vient le Black Friday, devenu aujourd'hui une véritable fête commerciale. On enchaîne avec les actualités internationales. En Guinée-Bissau, des militaires ont annoncé mercredi avoir pris le contrôle total du pays. Le président sortant Umaro Sissoco Embalo a été arrêté. Le pays attendait les résultats de la présidentielle et des législatives. Le processus électoral a été suspendu. France 24. Quelques coups de feu retentissent aux abords du palais présidentiel, dont l'accès est bloqué par des militaires de la garde présidentielle et une unité d'élite de la gendarmerie. Des civils courent se mettre à l'abri. Et le président Umaro Sissoco Embalo, joint par France 24, assure qu'il a été arrêté à midi dans son bureau. Il m'a confirmé, je peux vous confirmer que c'était lui au téléphone, c'était bien sa voix, qu'il avait bel et bien été renversé, qu'il était à l'état-major et qu'il ne pouvait pas vraiment me parler. Mais enfin, il m'a quand même confirmé qu'il avait été destitué. Mais visiblement, il avait encore la possibilité de communiquer. S'il affirme qu'aucune violence n'a été commise à son encontre, il accuse le chef d'état-major de l'armée de terre d'être derrière ce coup d'État. Vient en milieu d'après-midi la lecture de ce communiqué au siège de l'état-major des armées dans la capitale Bissau. Le haut commandement militaire pour le rétablissement de la sûreté nationale et de l'ordre public décide de destituer immédiatement le président de la République et de fermer jusqu'à nouvel ordre toutes les institutions de la République de Guinée-Bissau. L'homme en uniforme détaille une conspiration ourdie par un homme politique national avec un baron de la drogue et des acteurs étrangers pour déstabiliser le pays. Il ajoute que des armes de guerre auraient été découvertes. Enfin, il confirme que ce haut commandement militaire pour le rétablissement de la sûreté nationale et de l'ordre public prend le contrôle total du pays. Les activités de tous les médias et réseaux sociaux sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Le processus électoral en cours est immédiatement suspendu. Les frontières terrestres et maritimes ainsi que l'espace aérien national sont fermés. Un confinement obligatoire est instauré jusqu'à nouvel ordre. Ce confinement restera en vigueur jusqu'à ce que les conditions nécessaires au retour à la normale soient réunies en Guinée-Bissau. Ces événements interviennent dans un contexte post-électoral très confus. Le camp présidentiel, comme celui du candidat de l'opposition, revendiquait encore ce mardi la victoire dans l'attente des résultats officiels provisoires. Jeudi matin à Hong Kong, les pompiers luttaient toujours contre les flammes de l'incendie géant qui a ravagé un ensemble de gratte-ciel d'habitations en rénovation. Le dernier bilan fait état de 55 morts et de centaines de disparus. 3 hommes ont été arrêtés, soupçonnés d'homicide involontaire. France 24. Le bilan de ce gigantesque incendie est tragique et surtout il évolue rapidement. Alors à l'heure actuelle, on dénombre 44 morts, 45 personnes en état critique et 279 portés disparus. Ce sont des personnes qui ont été piégées à l'intérieur des tours hier quand le feu s'est propagé et dont les proches n'ont toujours pas de nouvelles à l'heure actuelle. Alors sur les lieux, plus de 800 pompiers sont mobilisés actuellement pour essayer d'éteindre ce feu qui est toujours en cours, je le précise, même si les autorités ont signalé ce matin qu'une partie de cet incendie a été maîtrisée, notamment sur 4 tours. Alors cet incendie s'est déclaré hier dans l'après-midi dans le quartier de Tai Po, dans le nord de Hong Kong. Tai Po, pour le décrire, c'est une cité dortoir où beaucoup de monde réside. Et notamment dans le complexe résidentiel où s'est déclaré le feu, près de 5000 personnes y vivent. C'est donc un quartier avec une forte concentration de population et les autorités ont donc décidé d'évacuer des milliers d'habitants vers des abris temporaires et des logements d'urgence puisque le feu s'est propagé très rapidement et a vraiment englouti ces tours. Ces habitants, ils sont toujours dans l'attente d'une solution. Et ils demandent de l'aide aux autorités. Cet incendie, ce qu'on peut dire également, c'est qu'il est d'une violence inouïe et il a été classé par les pompiers de Hong Kong comme niveau d'alerte 5. C'est le plus haut niveau d'alerte
et surtout le plus grave. Cela fait 17 ans qu'un incendie de niveau 5 n'avait pas frappé la ville. Ce matin, les pompiers ont annoncé qu'il faudra certainement toute la journée pour maîtriser totalement l'incendie. Le bilan pourrait s'alourdir au cours de la journée. Et pour terminer, 2 militaires de la garde nationale américaine ont été visés mercredi par des tirs d'armes à feu ciblés près de la Maison-Blanche à Washington. Selon le directeur du FBI, ils se trouvent dans un état critique. Les autorités ont interpellé un suspect qui a été blessé. Donald Trump, qui dénonce un acte de terreur, a confirmé dans la soirée que ce dernier était venu d'Afghanistan. France 24. Mobilisation générale dans les rues de Washington après la fusillade meurtrière de ce mercredi. En début d'après-midi, un individu a ouvert le feu sur des soldats de la garde nationale, non loin de la Maison-Blanche. Les 2 militaires visés sont à l'hôpital entre la vie et la mort. Un suspect a surgi au coin de la rue, a levé son arme à feu et a tiré sur les membres de la garde nationale. D'autres membres de la garde nationale se trouvaient dans la zone. Après quelques échanges de tirs, ils ont réussi à maîtriser l'individu et à le placer en garde à vue en quelques instants. Le mobile du suspect, qualifié d'animal par le président Donald Trump, n'est pas encore connu. Blessé lors de son interpellation, il est lui aussi hospitalisé. Depuis la République dominicaine où il est en déplacement, le ministre de la Défense a annoncé le déploiement de 500 militaires supplémentaires dans les rues de la capitale. Ils étaient déjà plus de 2000. Cela ne fait que renforcer notre détermination. Nous ne reculerons jamais. Nous sécuriserons notre capitale. Nous sécuriserons nos villes. Cela s'est produit à quelques pas de la Maison-Blanche. Cela ne passera pas. Depuis le début de l'été, la garde républicaine est fortement sollicitée. Comme ici à Washington, le président Donald Trump l'a déployée dans plusieurs grandes villes démocrates, accusant leurs maires de ne rien faire pour y maintenir la sécurité et utilisant ces militaires comme soutien à la police de l'immigration. Et c'est ce qui a mis un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.